Richard, commençons par ce qui s'est passé aux États-Unis. Ce qui a été en quelque sorte choquant. Charlie Kirk a été abattu alors qu'il s'exprimait sur un campus universitaire dans l'Utah en s'adressant au public. Le président des États-Unis est intervenu et a rejeté la faute sur l'extrême gauche. Que se passe-t-il aujourd'hui aux États-Unis, à votre avis, pour qu'on essaie d'attribuer la violence et d'en rejeter la responsabilité sur la gauche, la droite ou n'importe qui d'autre? Quel est votre point de vue à ce sujet? Mon point de vue là-dessus, c'est que la difficulté fondamentale des États-Unis aujourd'hui réside dans un système capitaliste en déclin. L'empire est en lambeaux. Il existe à peine. L'économie intérieure. Hier, Jamie Dimon, le patron de la plus grande banque des États-Unis, a donné une interview, en fait 2 ou 3, et a parlé de l'affaiblissement de l'économie américaine. Maintenant, il parle toujours comme s'il était un simple spectateur, plutôt que l'un des responsables de cette situation. C'est mignon. Espérons que personne ne s'y trompe. Mais le voilà, admettant ce que les autres ont peur d'admettre, tout en faisant semblant d'être un spectateur. Eh bien, M. Trump fait semblant d'une autre manière, mais il fait face à la même économie affaiblie, au même empire en train de disparaître et au même capitalisme entravé. Mais la spécialité de M. Trump, et cela remonte à la première fois où il est devenu une figure publique sérieuse, si vous vous souvenez, descendant cet escalator quelque part à New York et expliquant au monde que les problèmes auxquels nous faisons face sont dus aux immigrés mexicains, qu'il a alors diffamés. M. Trump se spécialise, comme le font souvent les dirigeants dans les empires en déclin, dans la recherche de boucs émissaires. Les Mexicains sont des boucs émissaires. Les Chinois sont des boucs émissaires. Et la gauche américaine, qu'il comprend aussi bien qu'il comprend tout le reste, c'est-à-dire pas du tout, va désormais également servir de bouc émissaire. Quand on ne peut pas résoudre un problème, on en accuse quelqu'un d'autre pour détourner l'attention de son incapacité à le résoudre. M. Trump nous a dit qu'il allait mettre fin à la guerre en Ukraine en quelques jours ou semaines. Faux. Il allait mettre fin à la guerre à Gaza en peu de temps. Faux. Il a en réalité mené une guerre en Iran, une guerre qui n'existait pas lorsqu'il est devenu président. Et il se prépare apparemment à faire de même au Venezuela. Cet homme cherche des gens à blâmer partout dans le monde. Je veux rappeler aux gens qu'il s'agit d'un parallèle à prendre au sérieux. L'Allemagne, dans les années précédant Hitler, a connu la perte de son empire. Cela s'est produit lors de la Première Guerre mondiale, lorsque littéralement l'empire allemand en Afrique et en Asie a été confisqué par les vainqueurs de la guerre. Ainsi, les Allemands ont perdu leur empire. En 1923, ils ont connu la pire inflation de l'histoire moderne, qui a anéanti toute leur classe moyenne. Toutes leurs économies accumulées au cours du 19e siècle ont été perdues. Et à la fin de 1923, toutes ces économies suffisaient à peine à acheter 100 grammes de beurre à l'épicerie du coin. Et puis, en 1929, comme nous le savons tous, la Grande Dépression a frappé. Donc en très peu d'années, de 1918 à 1933, ou 1929 si vous préférez, la classe ouvrière allemande a vraiment été durement touchée. Et, dans leur désespoir, ils se sont tournés vers un dirigeant qui leur a promis « Je vais régler ça tout de suite ». Et voici les boucs émissaires. Les Juifs, les Roms, les Slaves. Toute la collection de boucs émissaires dont M. Hitler était spécialiste. Puis, il est parti en guerre afin de détourner l'attention du peuple de ce qui se passait chez lui, pour qu'il puisse se concentrer sur les glorieuses victoires remportées à l'étranger. Si cela vous semble familier, c'est normal. Et si vous pensez que je vous raconte une histoire qui va vous déprimer, ne le soyez pas.
Les gros titres d'aujourd'hui parlent de ce que le peuple français vient de faire, disant « Non, non, nous n'allons pas tolérer ça ». Et au Népal, à l'autre bout du monde, un autre groupe, un autre peuple se soulève et dit non. La vraie question, la question importante, ce n'est pas que M. Trump ait trouvé la gauche à accuser, qu'il veuille transformer un meurtre dans l'Utah en quelque chose de plus qu'il pourrait exploiter. Arrêter quelqu'un d'origine mexicaine pour calomnier tout le Mexique, c'est bas. On sait tous au fond que c'est plus compliqué. Mais oui, il va essayer. Et vous savez ce que ça montre? Ça montre du désespoir. Et ce désespoir est avant tout économique. Nous faisons face à un risque d'inflation. Nous faisons face au risque d'une récession. Nos liens avec l'étranger s'effritent. Le reste du monde se mobilise pour nous contourner, pour nous isoler. Voilà la réalité. Pendant ce temps, les inégalités de richesse et de revenus ne cessent de s'aggraver. Et nous venons d'assister à un spectacle où le conseil d'administration d'une entreprise américaine typique de méga-capitalisme, Tesla, offre à son propre PDG un plan de rémunération d'une valeur de 1000 milliards de dollars sur les prochaines années. Voilà l'exploit du capitalisme. Rendre la personne déjà la plus riche encore plus riche qu'elle ne l'était jusqu'à présent. C'est obscène, et cela ne durera pas. Eh bien, Richard a tout à fait raison de souligner l'affaiblissement de l'économie américaine et le désespoir qui guide la politique intérieure de Trump. Mais je pense que son rêve de pouvoir inverser la désindustrialisation de l'Amérique implique de subordonner ses alliés et de les transformer en filiales d'un Ouest américain en déclin. Richard souligne à juste titre que le reste du monde est consterné par cela. Le reste du monde, c'est-à-dire l'OCS, les BRICS, la Russie, la Chine, l'Asie de l'Est, les économies prospères, continuent de croître. Mais je pense que Trump a une réponse proactive. Enfin, pas Trump, je devrais dire l'État profond, dont Trump n'est que le porte-parole, a une réponse proactive à tout cela. Et cette réponse consiste à dire, eh bien, j'ai appliqué mes tarifs pour menacer de semer le chaos dans d'autres pays s'ils ne soutiennent pas et ne subventionnent pas l'économie des États-Unis. Les menaces de tarifs douaniers et les sanctions n'ont pas fonctionné contre la Russie, ni contre l'Iran. La Chine est trop indépendante pour que cela fonctionne là-bas. Donc, nous n'allons pas essayer de dépenser et de dissiper davantage la richesse américaine à combattre la Russie, ou même à tenter d'intensifier la guerre froide. Ce que nous pouvons faire, c'est consolider notre contrôle sur les économies occidentales. Et si les entreprises américaines ne veulent pas se réindustrialiser, nous pouvons dire à l'Europe, à la Corée et au Japon de démanteler leurs propres industries et de les relocaliser aux États-Unis, et ainsi ils réindustrialiseront les États-Unis. Je pense que ce que les États-Unis essayent de faire en réponse à leur déclin, c'est d'imiter ce que l'Empire britannique a fait au XIXe siècle. Il traite ses alliés comme des colonies, exactement comme la Grande-Bretagne traitait l'Inde et d'autres pays, en disant « Gardez vos économies en livres sterling, gardez vos économies en Grande-Bretagne, ne vous industrialisez pas, mais devenez dépendants de l'industrie américaine. » Ce qui rend la situation différente, c'est que Trump a compris qu'il fallait un changement, car il n'y a pas assez d'industrie américaine pour qu'il puisse en devenir dépendant. Il a donc dit à l'industrie européenne, en particulier aux Allemands, de se délocaliser aux États-Unis. Il a dit à la Corée que s'ils veulent gagner de l'argent et faire des profits en vendant des voitures, ils devraient transférer la production de Hyundai aux États-Unis. Et il a dit au Japon qu'il pouvait éviter la perturbation de lourds droits de douane en prêtant aux États-Unis un demi-billion de dollars d'ici la fin de son mandat de 4 ans.
Et vous allez nous donner 1000 milliards de dollars. Vous n'aurez aucun contrôle sur cela. J'aurai un contrôle personnel total sur ce qui va se passer. Et après que nous ayons investi et que vous ayez été remboursé de vos 500 milliards de dollars, l'Amérique recevra 90% des bénéfices de votre investissement ici, pas 50% comme la presse japonaise l'a initialement rapporté, mais seulement 10%. Eh bien, aucun détail de cet accord avec le Japon n'a encore été publié. Mais le Financial Times a aujourd'hui proposé une excellente analyse sur à quel point l'accord avec le Japon est épouvantable. Le journaliste du Financial Times a tout révélé et a rapporté un Lutnick rayonnant, le négociateur américain, qui est apparu sur CNBC et a déclaré que c'était la période la plus amusante qu'il ait eue au travail et que Trump avait une discrétion totale. Et le Financial Times décrit cet accord secret qui n'a pas encore été rendu public par le Japon, car on peut imaginer la réaction du public japonais si cet accord était dévoilé. Et le Financial Times a déclaré ceci, je cite, « Cela sent la coercition, une nation souveraine contrainte de canaliser des investissements publics et privés vers une nation bien plus riche sous des structures ouvertement dirigées par le président américain. » Eh bien, et on voit bien le problème. Et la capitulation la plus abjecte a été celle de l'Allemagne et de l'Europe. Et il y a eu à peine une couverture dans la presse américaine du tour de passe-passe qu'a réalisé l'Amérique avec von der Leyen, qui a dit « Nous ferons tout ce que vous voulez, Président Trump, tant que vous nous garantissez la sécurité et qu'au moins nous sachions ce qui va se passer afin que vous nous protégiez d'une invasion russe. » Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a eu aucune sécurité du tout. Trump a accepté de ne pas imposer de droits de douane punitifs à l'Europe. Mais tout à coup, il a changé d'avis. Au lieu de baisser les droits de douane de 25% à 15%, il a dit « Eh bien, nous allons quand même maintenir les droits de douane que nous avons, 50% sur l'acier et l'aluminium. Et si jamais l'un de vos fabricants utilise de l'acier ou de l'aluminium, jusqu'à 50%. » Eh bien, c'est traiter l'Europe comme une simple industrie. Eh bien, il y a eu une levée de bouclier de la part des industriels européens qui disent « Attendez une minute, lorsque nous fabriquons un produit manufacturé qui contient de l'acier et de l'aluminium, nous allons devoir fermer nos usines. » Trump répond « Il y a une solution. Vous pouvez éviter les droits de douane en vous relocalisant aux États-Unis et en concluant le même type d'accord que Hyundai ou que le Japon ont fait aux États-Unis. C'est du chantage, pur et simple, et on voit bien ce qui se passe. L'OCS et les BRICS se rendent compte qu'ils ont eu de la chance de ne même pas avoir essayé d'engager des négociations tarifaires avec Trump. Faites votre propre chemin. Et on voit vraiment le monde se diviser entre ce que les États-Unis peuvent conserver des pays qu'ils ont vaincus lors de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne et le Japon, et de la guerre de Corée en 1951. Tous leurs dirigeants adhérés souffrent du Stockholm. Ils s'identifient d'une certaine manière aux vainqueurs, et les États-Unis ont réussi à les isoler. Et c'est la réponse proactive à tout cela. Rien de tout cela n'a à voir avec ce qu'on appellerait la gauche. Nous parlons d'intérêts nationaux. Mais je suis sûr que Trump accusera des adversaires étrangers de dire « Attendez une minute. Nous voulons que le Japon profite de ces investissements. Nous voulons que la Corée puisse faire venir notre main-d'œuvre qualifiée lorsque les États-Unis n'ont pas d'entrepreneurs capables de construire les usines Hyundai. » Et les Allemands qui disent « Eh bien, nous ne pouvons pas simplement nous relocaliser aux États-Unis. Il faut des années pour construire une usine. Nous ferons faillite dans le processus. » Voilà la réponse de Trump au monde. Et je pense que ça va bien au-delà de tout ce que la gauche ou même la droite aurait pu imaginer il y a un an, avant la victoire de Trump.
a year ago, before Trump won. Permettez-moi d'intervenir. Et peut-être que je vais ici être un peu en désaccord avec Michael, mais peut-être pas. Oui, seul le temps dira vraiment si le retour des grandes entreprises du reste du monde qui déplacent leur production vers les États-Unis est un phénomène sérieux. Pour l'instant, nous n'avons que des paroles, nous avons des promesses, nous avons tout cela. Et comme je l'ai constaté, comme Michael le sait, et comme la plupart des personnes qui suivent ce sujet le savent, il est très facile pour un premier ministre ou une grande entreprise de vous parler des énormes investissements qu'il prévoit de faire l'année prochaine, dans 3 ans ou dans 5 ans. La plupart des dirigeants en poste qui font ces promesses ne seront plus à ces postes dans 3 ans, lorsque ces promesses seront probablement oubliées ou justifiées. Voilà le premier point. Deuxièmement, le problème des États-Unis, c'est qu'ils ne sont plus en position de faire en sorte que les valets qu'ils ont eus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe de l'Ouest, le Japon, etc., fassent ce qu'ils attendent d'eux. Michael a raison. Ils devraient tous devenir des colonies désormais. Et par colonie, laissez-moi préciser ce que j'entends, dans le sens suivant et précis. On leur demande de faire des affaires aux États-Unis. Si vous voulez vendre aux États-Unis, vous allez devoir conclure un accord avec la société d'importation. Si vous-même n'importez pas directement aux États-Unis, vous devrez payer une taxe. C'est un droit d'entrée dans l'économie américaine. C'est cela, un tarif douanier. Si vous vendez dans l'économie américaine, vous devrez payer une taxe au gouvernement américain. Et le gouvernement américain est tellement désespéré qu'il dit « soit vous la payez, l'entreprise étrangère qui entre, soit c'est l'importateur américain qui la paye. Peu importe. Nous vous imposons, vous et l'Américain, de la même manière. » Ce n'est pas ce que le gouvernement américain souhaite faire. Il veut que d'autres payent, mais il n'y parvient pas. Il doit donc conclure un accord qui nuit à son propre peuple, ce qu'on appelle un programme. Pourquoi viendriez-vous ici si l'une des choses que vous devrez faire en tant qu'entreprise est de payer des droits de douane très élevés, qui pourraient être augmentés à tout moment sur la partie importée de tout ce que vous produisez ici, ce qui, au moins pour les années à venir, restera significatif. Non. Ce que je constate, c'est un empire en déclin qui n'est plus capable de contrôler d'immenses parties du monde. La Chine, l'Inde, la Russie, les BRICS, et qui par conséquent doit se retourner contre ses propres colonies, s'attaquer au Canada et au Mexique, ses principaux partenaires commerciaux, causant Dieu sait quels dégâts à ces sociétés. Et je veux être clair, les États-Unis peuvent peut-être amener von der Leyen, Merz ou les dirigeants japonais à céder en secret les besoins de leur pays. Mais la seule façon de maintenir cela, la seule manière possible pour eux de rester au pouvoir, c'est d'exagérer un grand danger. C'est l'hystérie autour des invasions russes, que l'on voit monter de 6 crans supplémentaires dès que des drones survolent la Pologne. On peut voir cette hystérie monter en puissance. C'est une hystérie très utile qui permet de rejeter la faute sur la Russie, alors que le vrai problème, c'est les États-Unis. Mais on ne peut pas le dire, car eux peuvent vraiment vous nuire, contrairement aux Russes. Les Russes ont déjà du mal à soumettre l'Ukraine, ils vont s'attaquer au reste de l'Europe. C'est une plaisanterie. Personne de sensé ne croirait cela, sauf si l'on est désespéré, si l'on a besoin d'un bouc émissaire. Et quel est le bouc émissaire en Europe pour ce rejet de la faute sur la Russie? Les Européens sont dans une situation où, pour sauver quoi que ce soit de leur économie, ils doivent inventer tout un nouveau programme, voilà, de subventions à leurs propres industries. C'est en partie ainsi qu'ils réagissent et réagiront contre les États-Unis, quoi qu'ils en disent publiquement. Les Européens savent ce qu'on leur fait subir. Ils n'en veulent pas.
Ils craignent que si leur industrie est vidée de sa substance, leur propre peuple se retourne contre eux. Et on le voit déjà dans les rues de France, dans le virage à droite de la scène politique allemande, de la scène politique britannique, Farage en Angleterre, Alternative für Deutschland en Allemagne, et ainsi de suite. Cela ne fonctionne pas très bien. Les Américains sont désespérés et prennent soin d'eux-mêmes. Ils espèrent le faire aux dépens de leurs anciens alliés, voire colonies. Alors, ils les pressurent au maximum, lesquels, à leur tour, diabolisent la Russie pour justifier la montée en puissance militaire, qui servira de prétexte pour subventionner leur propre industrie au détriment de leurs États-providence et de la démocratie sociale. C'est ce qui se passe, et je ne pense pas que cela va fonctionner. Et c'est le pire cauchemar de M. Trump que tout ce bouc émissaire ne fonctionne pas. Et voici un dernier point. Un de mes amis est industriel en Europe. Je peux vous assurer qu'il comprend parfaitement ce qui se passe. Lors de ma dernière conversation avec lui, je lui ai demandé « Y a-t-il une chance que vous envisagiez de déplacer votre production aux États-Unis » Il a répondu en riant « Vous êtes fou ?» Et j'ai dit « Pourquoi ?» Il a répondu « Chaque jour, dans notre journal, dans le pays d'Europe de l'Ouest où je vis, nous voyons des photos de soldats américains patrouillant dans les villes américaines. C'est un pays où je n'irai jamais m'installer, même dans 1 million d'années. Il y a trop de tumulte. Et puis j'ai vu votre nouvelle armée, votre armée de l'ICE, fermer une usine de batteries sud-coréennes en Géorgie à cause de l'hystérie que vous avez suscitée contre les immigrés. Je n'irai pas là-bas. Je n'entrerai pas dans cet endroit fou qui occupe ses propres villes. Je voudrais enfin vous citer une déclaration faite hier par le vice-président Vance en commentant l'occupation qui est censée se terminer, même si j'ai cru comprendre que ce n'est pas le cas, à Washington, D.C., par les troupes fédérales. Le vice-président a dit, avec beaucoup de satisfaction, que son plus cher espoir est de voir cela se produire dans des villes partout en Amérique. C'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas les mots exacts, mais c'est la citation exacte. Vous savez, les industriels étrangers disent « Ce n'est pas un endroit où j'ai envie d'aller. Vu tout ce qui se passe dans le monde, je ne vais pas m'installer dans un endroit qui semble s'effondrer. » Et avec la fusillade contre ce type de droite hier, on voit bien où ça mène. Bien sûr qu'il a raison. Qu'est-ce que je vais lui dire? Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter de la violence aux États-Unis, ni de situations comme celle de l'usine de batterie sud-coréenne. C'est du délire. On vit dans un pays qui s'effondre. Et toute cette comédie qui consiste à chercher des boucs émissaires, à tirer dans tous les sens avant de savoir quoi que ce soit. Ils ne savent même pas qui a fait le coup dans l'Utah, encore moins quelles pourraient être les motivations. Et cela ne sera pas crédible une fois qu'ils le feront. Nous ne pouvons plus rien croire. Michael et moi avions l'habitude d'utiliser les statistiques du Bureau of Labor. Au cours des 3 dernières semaines, nous avons eu 2 démonstrations. Le président renvoie la femme qui le dirige et la personne suivante explique que depuis 1 an, nous avons surestimé le nombre d'emplois dans ce pays d'1 million. Tout cela n'est que des symptômes, mes amis. Vous pouvez faire semblant avec l'un ou l'autre de contester ou de chipoter. Mais au final, partout, la fuite, le désespoir, la recherche de boucs émissaires remplacent la capacité à faire quoi que ce soit de sérieux à ce sujet. Richard a résumé exactement mes opinions en insistant sur le rôle du bouc émissaire et sur la capacité quasi parallèle de l'univers des États-Unis à soutenir des dirigeants qui peuvent affirmer que la Russie se soucie réellement de l'Europe au point de vouloir l'envahir, au lieu de dire « nous ne voulons rien avoir à faire avec cela ». Nous avons tourné notre regard vers l'Est.
Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous laisse tranquilles et qu'on ne nous harcèle pas. Mais c'est tout ce que les États-Unis peuvent faire. Si vous regardez ce que Trump a dit, il a également prononcé un discours hier. Il a déclaré « L'Amérique s'effondrera sans les droits de douane. Nous avons besoin des droits de douane parce que ce sont eux qui équilibrent le budget afin que nous puissions baisser les impôts. » Il ne l'a pas dit explicitement, mais la suite implicite de sa phrase est la suivante. L'Amérique va s'effondrer parce que nous n'aurons pas de droits de douane pour nous permettre de réduire les impôts des 10% les plus riches, tout en augmentant ceux des 90% restants. Tout tourne autour de la polarisation dont Richard a parlé plus tôt. Comment l'Amérique peut-elle soutenir une économie qui rémunère les 10%, y compris le chèque d'1 milliard de dollars à Musk, sans obtenir l'argent de ses colonies de facto dans les pays qu'elle a vaincus lors de la Seconde Guerre mondiale et en Corée? Ce que Trump a ensuite ajouté, c'est, eh bien, vous savez, qui s'oppose à cela? Si vous vous opposez aux droits de douane, c'est la gauche. Eh bien sûr, la gauche ne veut pas voir la polarisation entre les actionnaires et les obligataires les plus riches, dont la richesse augmente, tandis que la valeur nette de 90% de la population diminue en réalité. Quand on regarde les 50% les plus pauvres, cela baisse assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, comme Richard le souligne à juste titre, ce sont les nationalistes qui disent « mettons notre pays en premier ». Et les nationalistes sont considérés comme étant à droite. Mais qu'est-ce qui est de gauche ou de droite dans le fait de vouloir que son propre pays prenne le contrôle de son destin? La presse et le vocabulaire utilisés pour décrire ce processus, tant en Europe qu'aux États-Unis, sont devenus dénués de sens. Il n'y a plus de réelle distinction entre la gauche et la droite. Bien sûr, la droite nationaliste en Europe est d'accord pour dire que oui, nous devrions être indépendants afin de rendre notre classe financière la plus riche encore plus riche. C'est ce combat qui a éclaté de façon très explicite en France, où le nouveau Premier ministre est partisan de la réduction des dépenses sociales et refuse d'imposer la taxe sur la fortune de 2% aux plus riches que l'Assemblée nationale voulait instaurer. Lorsque la seule réponse à la dépendance envers la droite américaine est une réaction de la droite européenne, on se rend compte que nous sommes dans un monde à l'envers, que l'ancien vocabulaire de la gauche et de la droite était incapable d'anticiper logiquement. Laissez-moi essayer d'expliquer ce à quoi Michael vient d'aboutir. Pourquoi les partis de droite prennent la tête dans une grande partie de l'Europe? Pas partout, loin de là, mais dans une grande partie de l'Europe. Pourquoi serait-ce la droite? Et d'ailleurs, en répondant à cette question pour l'Europe, je vais aussi y répondre pour les États-Unis. Quand le capitalisme s'effondre, ce qui, rappelons-le, se produit avec une récession tous les 4 à 7 ans en moyenne. Cela dure depuis 300 ans. Le NBER à Washington tient un registre de toutes les hausses et baisses. Où que le capitalisme s'installe, c'est un système fondamentalement instable. Si vous viviez avec une personne aussi instable que le capitalisme, vous seriez parti depuis longtemps, et vous devriez y réfléchir. D'accord, alors pourquoi? Dans les années 1930, lorsque le capitalisme s'est effondré, un grand nombre de personnes se sont tournées vers la gauche, par exemple aux États-Unis. Qu'ont fait des millions d'Américains, qui fut remarquable pendant la Grande Dépression des années 1930. Ils ont adhéré à un syndicat pour la première fois de leur vie. Ils ont rejoint 2 partis socialistes et un parti communiste, qui ont tous travaillé ensemble pour produire ce qu'on appelle le New Deal. C'est l'activité la plus à gauche que l'on puisse démontrer dans l'histoire américaine. Est-il possible que la classe ouvrière se tourne vers la gauche
lorsque le système commence à s'effondrer comme dans les années 1930? La réponse est oui. Et d'ailleurs, des choses similaires se sont produites en Europe. Mais après la Seconde Guerre mondiale, et au cours des 75 dernières années, nous savons tous ce que les États-Unis et l'Europe ont connu. Une guerre froide qui avait bien moins à voir avec l'Union soviétique et bien plus avec le démantèlement du New Deal aux États-Unis et la remise en cause du pouvoir de la social-démocratie, de la Scandinavie au nord jusqu'à la Grèce au sud. Et c'est ce que nous faisons depuis 75 ans, marteler l'antisocialisme, l'anticommunisme, tout cela. Alors pourquoi sommes-nous surpris qu'aujourd'hui, alors que le capitalisme traverse son dernier et peut-être son ultime déclin, les gens, la classe ouvrière, se tournent massivement vers la droite? On les a formés à cela depuis 75 ans. La gauche a été diabolisée. Ce que vous voyez aujourd'hui, la diabolisation de M. Poutine, et je ne suis pas ici pour le soutenir d'une manière ou d'une autre, mais cette diabolisation est puérile. Pourquoi faire cela? M. Poutine serait-il désormais l'équivalent de M. Staline? C'est un peu ridicule. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es désespéré, parce que c'est ta façon de penser, et pas seulement les dirigeants. Les dirigeants en Europe ne pourraient pas se permettre cette diabolisation enfantine s'il n'y avait pas dans la population encore les résidus de 75 ans d'endoctrinement. Mais voici la bonne nouvelle. La droite n'a aucune solution pour l'effondrement du capitalisme. Et plus elle s'agite, plus cela deviendra évident. C'est ce qui se passe en France. Bien sûr, ce sont les premiers, ils le sont depuis 3 siècles. Ce sont les lanceurs d'alerte, nous prévenant, attention, qu'est-ce qui arrive? Quand la droite sera démasquée comme n'ayant aucune solution, alors le peuple se tournera vers la gauche. Attention, car cela arrive à grands pas. Watch out, 'cause that's coming down the pike.